Et bonsoir, nous sommes le 1er février à Paris, il est 19h, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré parler énormément de santé mentale sur Instagram. Je vous en parle souvent ici aussi, mais s'il y a bien un sujet sur lequel je pense qu'il faut des influences, c'est bien celui-là. Que ce soit sur le rapport aux addictions, à l'équilibre, au traumatisme ou encore à l'alimentation, rappelez-vous que dès que l'on en parle, on se rend compte que c'est normal de ne pas être normal. Ce que j'ai détesté cette semaine, désolée, mais c'est les Parisiens. Parce que franchement, pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui vous pousse à repousser chaque jour les limites de votre réputation? Est-ce que vous gagnez 1 centime chaque fois que vous êtes odieux? Je sais très bien que dire les gens, c'est trop vite oublier qu'on fait partie des gens. Mais j'ai besoin de savoir si c'est la fatigue et les 40 minutes nécessaires pour n'importe quel trajet, les prix ou la pollution qui rendent ainsi tendu et méchant. J'ai besoin de savoir aussi au bout de combien de temps ici on devient aussi comme ça. J'ai besoin de savoir si quelqu'un se rappelle qu'être gentil ne coûte vraiment pas plus cher et que se croire au-dessus des autres ne donne vraiment pas l'image que vous pensez renvoyer. Et j'ai besoin enfin que quelqu'un me fasse une cartographie des établissements où les gens sont sympathiques à Paris. Cette semaine, j'ai découvert le documentaire de la brillante Nesrine Slaoui sur Kim Kardashian et sur Arte. Et je n'en reviendrai jamais d'être aussi fière de combien mes amies sont brillantes et en train de changer nos visions du monde. Allez le visionner vous aussi. Et enfin, cette semaine, j'ai écouté en boucle des chansons qui font du bien pour passer en douceur cette fin d'hiver qui s'étire. Oui, c'est la fin, car l'été commence le 3 mars en même temps que mon anniversaire. Ainsi, j'écoute souvent Marie Laforêt. Elle était douce et fatale, ferme et sublime, et en plus, elle est la mère de Lisa Azuelos à qui on doit LOL. Mais ce n'est pas la seule star de mon panthéon personnel. Mes parents écoutent beaucoup de musique, et celles que j'écoutais bambine sont presque les seules bribes qu'il me reste de la fin des années 90, avant que les mots ne traversent vraiment les limbes de mon cerveau, quand la mémoire a du mal à se fixer en l'absence de langage construit. Je parle souvent de musique aussi avec mes grands-parents, car je trouve qu'elle est un moyen formidable de faire des ponts entre les générations. Je vous avais parlé aussi ici même de combien le podcast LSD de France Culture sur les tubes à travers les âges m'avait marqué, pour tout ce que cela connecte en nous. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas convoquer de formidables musiciens pour en parler ensemble? Autour de moi ce soir donc, Annie Ada. Tu rappes sur des prods qui vont chercher dans tous les styles, du rock à l'électro, entourée de producteurs fidèles, Jim Casanova et Jessa. Tu produis toi aussi. Qui est-ce qui t'inspire? Mes proches, en vrai. Et en artiste, on peut dire Tyler, en vrai. Pharrell, beaucoup. Et Arca, pas mal, en vrai. J'aime bien les trucs bruitistes. Et Clairo, je sais pas si vous connaissez. Fait de la bedroom pop, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ok. Et j'adore ça. Ok. Et j'adore Pink Panthers aussi. Je sais pas si vous connaissez. Il y a plein de références. Ouais, carrément. Et Annie Ada, du coup, ton pseudo interpelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, Annie, c'est le prénom de ma mère et pas de ma grand-mère, comme certains peuvent croire. Et Ada, ça veut dire All Dogs Are Allowed, ça veut dire tous les chiens sont autorisés. Ok. Parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, je me sentais pas représenté. Alors que je fais du rap et pourtant certains pourraient croire que c'est le cas. Mais c'est pas en termes d'ethnie ou de couleur de peau, c'était plus en termes de... C'est vraiment la musique. Ok. Et j'avais pas le son que je voulais entendre. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, je me suis dit, en fait, je vais faire de la musique et je vais écrire et raconter ce que mes potes et moi on vit, ce que ma mère a pu vivre, ce que mes frères ont pu vivre, etc. Et c'est parti de là. Donc tu t'es dit, ce que j'ai envie d'entendre n'existe pas, donc je vais le produire, le rapper, et puis c'est parti. Sans prétention, c'est pas que ça n'existe pas, c'est juste qu'en France, c'est rare. Et du coup, je voulais que ça se devienne populaire. Avant les Beatles, il y avait peut-être des gens qui faisaient du rock ou de la pop, mais c'était juste pas populaire. Eux, ils ont rendu le mouvement encore plus grand. Et il y a eu des gens après. Moi, je pense qu'il y a déjà une porte ouverte par plein d'artistes avant moi. Moi, j'ai de la chance de rentrer dans une belle porte et continuer de faire avancer le mouvement, quoi. Et en 2022, tu te fais remarquer avec ton projet Qu'aujourd'hui ne meurt jamais. On a pu t'entendre samedi soir dernier à l'Hyper Festival ici à Radio France. Et tu reviens aujourd'hui avec le single Saturé, annonciateur d'un album à sortir au printemps. Ouais, on a bossé, putain. Je sais pas si je peux dire des grands mots, merde. Tu peux dire des deux là. Mais ouais, Qu'aujourd'hui ne meurt jamais, il a un peu changé ma life en vrai. Même si je suis pas intermittent, pas l'emploi. Mais c'était le projet que j'avais besoin de faire, que les gens, je pense, avaient besoin d'écouter. C'était une étape de ma vie où j'allais pas trop bien.
Et je l'ai écrit dans ma chambre tout seul. Et on l'a commencé avec Pierre. Et on a terminé chez Jim et Jeza, entre potes, en famille. Et là, Saturé, ça annonce de belles choses, une signature. J'ai monté mon propre label. Les clips sont plus beaux. Mes idées prennent encore une meilleure vie et c'est trop bien. C'est trop cool. Chambé. Leslie Medina, autour de la table également, tu es une artiste complète, autrice, compositrice, productrice, actrice. On te dit aussi autodidacte. Alors comment est-ce que tout cela a démarré ? Waouh, je dirais que ça a démarré depuis que je suis toute petite. Il y a toujours eu beaucoup de musique à la maison. Mon papa adore le piano et la guitare, donc on a toujours beaucoup chanté à la maison avec tout le monde. Et en parallèle de ça, j'ai commencé les marionnettes quand j'avais 3 ans, parce que je suis lyonnaise et à Lyon, il y a le théâtre de Guignol, comme chacun le sait. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer, à chanter. Et ça s'est jamais vraiment arrêté. J'ai jamais vraiment considéré l'idée de faire un autre métier que artiste, en fait. Et en 2020, du coup, tu crées ton propre label et tu sors ton premier EP Courage en 2022. Ouais, Bon Courage, exactement, ouais. Ok. Et tu sors 2 titres en 2023, Particulière et Fais comme si, et tu viens juste de sortir Bébé tu m'adores, sur le love bombing. Ouais. Pourquoi ce thème ? En fait, j'avais une copine depuis plusieurs mois, si ce n'est peut-être des années, qui me racontait souvent un peu ces dates foireux ou des mecs à qui elle s'attachait et qui finalement complètement disparaissaient au bout de quelques semaines, alors qu'ils avaient déclaré un peu leur flamme très rapidement dans le processus. Et j'ai appris en faisant des recherches sur ce phénomène que ça s'appelait le love bombing. Et j'avais envie de faire une chanson là-dessus. J'avais envie aussi d'une thématique un peu légère, je crois, pour contraster avec les autres titres que j'étais en train de créer à ce moment-là. Donc voilà, c'est comme ça que cette chanson est née. Et en parlant de légèreté, on te retrouvera bientôt sur nos petits écrans. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, j'ai eu la chance de jouer le rôle principal féminin de la prochaine série Netflix qui s'appelle Fiasco, avec notamment Pierre Ninet, François Civil et Géraldine Nakache. C'est la prochaine série de Igor Gottesman. Et on est complètement sur la team de Five, en fait. Exactement, ouais, quasiment. Il y a Pascal Demelon aussi dedans. Il y a Louise Coldefi. Donc, c'est une bonne équipe. Mais on espère là également sur ce projet de la légèreté. Poppy Fusée, tout commence pour toi avec ton groupe Part-Time Friends en 2008. Ouais. Donc 3 EP, 3 albums. Puis le début d'une carrière solo en 2021 avec le titre Pesanteur, dont la genèse puis la sortie racontent formidablement bien l'amitié parce que tu as été assez entourée finalement sur ce début de carrière solo. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui. Moi, quand j'ai quitté mon groupe, je pensais arrêter la musique. J'ai fait une formation d'apicultrice et j'ai quitté Paris. Et je pensais vraiment arrêter parce que je faisais pas de musique avant le groupe. Donc je m'étais dit, fin du groupe, fin de la musique. Et en fait, ça m'a rattrapée. C'est revenu me chercher. En parcourant mes mails, j'ai retrouvé ce morceau Pesanteur que j'avais fait des années avant avec un de mes meilleurs amis d'enfance. Clément du groupe Feu Chatterton. Et en fait, j'ai retrouvé une espèce d'émotion que j'avais eue en créant ce morceau et il y a eu une espèce d'urgence qu'il existe. Alors, j'avais pas trop de plans pour après, mais je voulais absolument le sortir. Et puis de là, j'ai tiré un fil jusqu'à faire un album. Et justement, donc, des premiers projets, donc, dont ton premier EP qui sort en 2022, La Lune. Donc on reste dans l'astronomie, un peu comme ton pseudo. Ouais, c'est vrai. Oui, la Lune, c'est très représentatif de ma concentration. J'en ai pas, j'ai un petit TDAH qui vient d'être diagnostiqué là. Et on disait beaucoup que j'étais dans la Lune quand j'étais enfant. Mais ça va être parfait pour le format de l'émission. T'inquiète, le TDAH, c'est fait pareil pour. Et Better Place, ton premier album vient de sortir à nouveau en anglais. Pourquoi alterner les langues ? Alors, avec Part-Time Friends, on a toujours écrit en anglais. Et au moment où j'ai commencé à réécrire, l'anglais venait plus, comme si, comme si c'était trahir d'écrire en anglais. Et le français s'est imposé à ce moment-là comme un petit relais. Donc, j'ai accueilli ça. Et l'anglais est revenu après pour l'album. Quand j'écris en français, j'écris vraiment avec mon cerveau. C'est très rationnel. Et quand j'écris en anglais, je sens quand même que ça me touche ailleurs et que ça vient d'ailleurs. Donc, je dirais que c'est quand même plus l'anglais depuis toujours. Une expression peut-être plus fluide des émotions dans une langue différente.
Ouais, je pense que ce qui m'inspire aussi, c'est beaucoup le cinéma, donc le cinéma américain. Et je pense que, ouais, pour moi, c'est une langue, la langue des grandes tirades d'amour que j'ai pu... C'est une langue de liberté, en tout cas pour moi. Là où le français, comme j'aimais pas l'école, c'est plus une langue des devoirs, je pense. Mais on a aussi une autre manière de réfléchir, je trouve, quand on pense en anglais. Ouais. Il y a presque une autre mentalité, un autre mode de pensée. Et bien sûr, de toute façon, dans toutes les langues, tu as des mots qui n'existent pas dans d'autres et qui montrent une autre structure de pensée. Et enfin, à ma droite, Flore Benguigui. Flore, tu quittes le Sud jeune pour apprendre le jazz à Paris et tu rejoins en 2015, à 23 ans, l'Impératrice. Qu'est-ce que tu faisais dans ce groupe ? Dans l'Impératrice ou Enfin, qu'est-ce que tu foutais là-bas ? Je veux dire, quelle était ta place dans le groupe ? Tu chantais, tu écrivais, tu composais. Dans l'Impératrice, tu veux dire ? Ah oui, mais c'est toujours actuel, c'est pour ça, parce que tu parles au passé. Oui, non, mais quand tu es arrivé... Je suis pas au courant, ils m'ont viré. Quand tu arrives en 2015 dans l'Impératrice, pardon. Oui, au tout début, effectivement, j'ai commencé tout de suite à écrire, mais très mal. Hein. Mais le premier EP, c'est des trucs que j'avais écrits avec Charles, le leader du groupe. Au début, on écrivait ensemble les textes et je composais les mélodies de voix. Et puis après, petit à petit, j'ai quand même pris un peu plus ma place et maintenant, j'écris toute seule les textes et les mélodies. Et en 2021, tu lances ton podcast « Chercher la femme » pour donner la parole aux femmes dans la musique. Quel a été le moteur ? Il y a eu plusieurs déclics, mais je pense que le principal, ce serait juste le fait d'être en immersion dans un milieu masculin. Je pense que les chanteuses qui sont là ce soir peuvent confirmer. Oui. C'est un milieu extrêmement masculin, l'industrie de la musique. Et en tournée, je croisais jamais de femmes. Enfin, c'est toujours le cas, hein. Franchement, c'est très rare quand même. Et je me suis dit, il y a un problème parce qu'il y en a des femmes dans cette industrie. Mais c'est juste qu'il faut aller les chercher, parce que sinon on ne les voit pas, et sinon on ne tombe pas sur toutes ces autrices, ces compositrices, ces chanteuses, ces musiciennes incroyables, et aussi des femmes du passé qu'on a oubliées, qu'on a effacées. Donc ce podcast, c'était un peu essayer d'aller à contre-courant et essayer de redonner une place aux femmes, à mon échelle évidemment, mais voilà. Une place aux femmes dans cette industrie. Quoi. Et t'as l'impression qu'entre ce type d'initiative comme le podcast ou comme le hashtag aussi MeTooMusic qui avait quand même fait beaucoup de bruit en 2021 également, qu'il y a une évolution quand même ces derniers mois, années, parce qu'on n'a pas beaucoup de recul au final. C'est dur de répondre à cette question de façon positive, honnêtement. J'ai l'impression qu'en fait, là où ça s'est amélioré, c'est du côté des femmes. En fait, c'est moi, je trouve qu'il y a une très belle sororité qui s'est installée depuis le mouvement MeToo et encore plus depuis Music2 au sein de l'industrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau et que moi, j'ai découvert vraiment ces dernières années et que je trouve extrêmement fort et puissant et ça donne tellement de joie. Par contre, pour ce qui est de la visibilité des femmes et de leur présence dans ce milieu, non, c'est toujours... Enfin, les chiffres, en tout cas, si on regarde quelque chose de très froid et probant comme des chiffres, les chiffres, ils sont toujours très mauvais parce que les femmes dans ce milieu représentent... on l'a vu là, les derniers chiffres, par exemple, du Centre national de la musique, les femmes, que ce soit dans la musique enregistrée ou dans la musique diffusée ou dans les festivals, etc., les femmes représentent toujours à peu près moins de 20%. Ce qui est rien, finalement. Tu vois. C'est vrai qu'on se dit, aujourd'hui, il y a Taylor Swift qui domine le monde, donc c'est bon, en fait, les femmes dans la musique, elles sont au sommet. Elle le fait pour nous. Ouais, c'est ça. Mais en fait, à part elles, et évidemment, il y a des chanteuses très connues, mais en fait, leur nombre, par rapport à la présence des hommes dans ce milieu, est encore très, très moindre. Puis il peut y avoir aussi cet effet schtroumpfette où en fait t'as Exactement. juste une personne. Oui. Et Flore, enfin, il se passe des choses le 14 février. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bon, tu nous en reparleras à la fin de cette émission, évidemment, mais... Je peux même vous spoiler un peu la prog. Vas-y, avec plaisir. Qu'on n'a pas encore annoncé. Oui, donc le 14 février, on reprend les Nuits Chercher la Femme avec mon collectif. Et on fait une nuit spéciale Saint-Valentin. Sainte-Valentine, à la Petite Halle toujours. Donc c'est des soirées qu'on fait où on met. L'idée normalement c'est de mettre en valeur donc les femmes de cette industrie et les mettre en lien aussi parce que moi je me suis rendu compte que non seulement les femmes on les voyait pas, mais en plus elles se connectaient pas dans ce milieu. Donc on a commencé à créer ces nuits il y a un an, c'était en janvier 2023 la première. Et là, cette fois, ça va être un peu le même format que d'habitude, mais ce sera axé sur les couples dans la musique.
Donc il y aura une table ronde sur les couples dans la musique avec des femmes donc, qui travaillent avec leur conjoint, leur amoureux. Après, il y aura 2 showcases et ensuite, il y aura un blind test sur les chansons d'amour. Il y aura aussi une tombola solidaire où il y aura des trucs hyper cool à gagner, genre des sextoys de la marque Puissante, des trucs comme ça. Et tous les gains seront reversés à une association qui lutte contre les violences conjugales, parce que c'est aussi ça, la Saint-Valentin, malheureusement. Et voilà, il y aura aussi des vigneronnes qui seront là, comme à chaque fois. Il y aura des illustratrices. C'est un rendez-vous vraiment super fun, même si l'idée, c'est aussi d'aborder des sujets importants et parfois assez sensibles. Parce que je me suis rendu compte en cherchant mon panel de table ronde que de demander à des femmes de parler de leur couple, des gens avec qui elles ont travaillé, ou il y en a pour lesquels c'est plus d'actualité, mais voilà, je sais que c'est compliqué de parler de ça. Donc voilà, il y a des sujets graves, mais l'idée c'est aussi qu'on s'amuse bien, on boit des coups et c'est fun, quoi. Ouais, c'est briser le silence et faire corps dans la joie. Voilà, exactement. C'est des super initiatives. Et on a ouvert cette émission sur Booba qui fait un sample de Renaud, de Mistral gagnant, parce que justement, on va commencer cette discussion sur les influences que peuvent avoir les musiciens de maintenant par rapport aux musiciens d'avant et à des mélodies évidemment que tout le monde connaît, qui font plaisir aux oreilles et sur lesquelles on vient mettre une nouvelle patte. Mais tout d'abord, on va parler un peu des grandes stars. Je parlais tout à l'heure de mon panthéon personnel et je voulais vous demander donc à vous 4 qui faites de la musique, qui sont vos idoles? Waouh. Ouais, ça commence fort. Moi, j'ai un mot qui me vient en tête tout de suite. Moi, c'est Britney Spears qui s'affiche sous mes yeux. Britney Spears qui vient de sortir un livre aussi. On va faire sa promo. Je ne l'ai pas lu, mais j'avoue, Britney Spears, c'est un peu la première meuf où je me suis dit genre, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver, quoi. Quelle musique t'as le plus marqué? Baby One More Time, vraiment, c'est la grosse claque. Je crois que l'un des premiers albums que j'ai eu. Et ouais, ça a été une grosse claque pour moi. Poppy, je te vois hocher la tête. Mais à fond, moi à fond. Pareil. Britney aussi. Mais un truc de fou. Pareil, ça m'a procuré un truc, Britney, dans mon corps. Et en fait, elle passait, je pense, 15 fois par heure à la radio. Ouais. Et donc, j'attendais. J'étais prête devant mon miroir et j'attendais Baby One More Time. Et dès qu'il y avait Baby One More Time, j'étais là et je m'imaginais sur scène et je vivais le truc à fond, quoi. Et c'était avant le streaming, en plus, quand il fallait se mériter les chansons en restant à côté du poste comme ça. Annie, Ada, tout à l'heure, tu as cité tes influences, tes inspirations, il y en avait beaucoup, mais qui est ton idole ultime? Là, j'ai un souvenir d'une cassette chez moi. C'était Michael Jackson, je crois que c'était le Bad Tour. À la fin, il y a le clip de Ghost et tout, où il est grimé en fantôme et tout, et ça m'avait marqué. Parce qu'il il saute pour arriver sur scène, en fait, je crois qu'il y a un trampoline, je sais pas ce qu'il y a. Mais en gros, il débarque de nulle part, il y a des feux d'artifice, et il reste figé pendant 1 minute ou 5 minutes, je sais pas. Et je trouvais ça trop stressant, et en même temps beau de voir la foule s'agiter autour d'un man. Et je crois que Michael Jackson, c'est peut-être le premier artiste, je me suis dit, il me donne envie de faire du son un peu quand même. Mais surtout qu'en plus, là, on voit que tu viens vraiment fouiller dans des souvenirs ancestraux parce que t'as dit cassette. Ouais, c'était une cassette. Il y a des personnes qui nous écoutent, des auditeurs, là, la tranche 15-25, je suis pas sûre qu'ils sachent ce que c'est. Hein. Ouais, pourtant, j'ai 26 ans en plus. Hein, mais t'as plus 25. Ouais. C'est la glissade, là, après 25 ans. Putain, je deviens vieux. et c'est le premier souvenir. Et je crois que l'autre, c'est... Je pense que ça doit être un truc de Stevie Wonder qui traînait chez moi et juste... moi, je mets trop bidouille des trucs chez moi, donc je mettais des CD un peu n'importe comment, mais cette fois-ci, ça a marché. Et j'ai écouté Stevie Wonder, je ne comprenais absolument rien, je trouvais juste ça beau. Et je pense que c'est ça que doit faire la musique, c'est juste procurer une émotion. Et tu te la manges, tu sais pas pourquoi, mais c'est beau et juste... c'est tout, quoi. Et toi, Flore, si on te dit idole? Moi, je pense que ça va être un peu classique, mais c'est Paul McCartney. J'en suis jamais revenue de Paul McCartney, vraiment. C'est un des seuls artistes que j'écoute tout le temps, encore depuis que j'ai 10 ans, quoi. Ouais, en plus, tu reviens de façon inlassable, du coup, aux mêmes musiques qui t'ont accompagné. Mais pas surtout. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs que j'écoutais à cet âge-là que j'écoute plus du tout, ou que j'assume plus du tout aujourd'hui. Mais lui, c'est vraiment...
Et en plus, ce qui est chouette, et que c'est pas toujours le cas, c'est que c'est pas un artiste à qui on peut reprocher des sales trucs. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça reste voilà, quelqu'un que j'admire énormément pour tout ce qu'il a fait. Et si vous deviez... bon, il faut que j'arrête avec mon obsession des top 3, des top 5, des top 10, ce qui est vraiment... Waouh! Mais qui sont pour vous les goths de la chanson française? Donc les goths, pour les personnes qui n'ont pas la référence, c'est... Quelqu'un a un bon accent en anglais? Les GOAT? Ouais, vas-y, un goth, tu sais ce que c'est? C'est le meilleur de tous les temps. Ouais, Greatest c'est of all time, c'est ça? Ouais, voilà, je voulais pas le dire. Sinon, tous mes proches vont encore se foutre de ma gueule. Mais voilà, c'est ça. Du coup, les meilleurs de tous les temps, les goths de la chanson française, pour vous, ce serait qui? Je peux commencer en vrai, Bachung à fond. Je sais pas pourquoi ce man-là, il m'a touché de ouf, mais le vertige de l'amour. Ouais, bien sûr. De base, c'était trop une blague avec mon pote. Et à force de l'écouter, genre, c'est trop d'images tout le temps. C'était quoi la blague? On l'imitait en fait. Ah, ok. Vertige, comme ça, tu vois. Et à un moment, il dit j'ai crevé l'oreiller, je crois que j'ai rêvé trop fort. Ouais. Et là, à la fin, on a dû l'écouter 15 fois, mais la 15e fois, j'étais en mode ah, mais c'est deep en fait ce qu'il dit, tu vois. Et après, je dirais. C'est qui chante Le Temps de l'amour Françoise Hardy. Ouais, ça c'est trop beau. Je sais pas, je peux pas expliquer en fait. J'arrive jamais à expliquer pourquoi j'aime des choses. Et après, je crois que j'ai qu'un top 2 en vrai. Parce que chanson française. En plus, là, c'est marrant parce que quand Le Temps de l'amour, c'est quand même une musique qui est assez positive, alors que très souvent, ces chansons-là, elles sont très mélancoliques et très, parfois même tragiques. Donc c'est marrant, t'as cité une musique quand même positive. Ouais, mais je crois que j'aime bien tout ce qu'il y a autour du truc et tout. Du coup, la compo et tout, elle est chouette et tout, même ce qu'il a dit. Et je crois qu'il y a tous les garçons. Attends, c'est quoi? Tous les garçons, mais les filles. C'est aussi Françoise Hardy. Ouais, ok. Et ben ça m'avait trop touché de ouf. Je pourrais pas encore expliquer pourquoi, mais je pense parce que c'est. Ouais, donc Françoise Hardy, c'est vraiment ta légende. Ouais, et je commence à capter un truc du haut de mes 26 ans quand même, où en fait, moi je suis trop un digger de musique vraiment deep. Et là, je commence à vraiment aimer la pop. Les musiques genre Dua Lipa, Houdini. Mais c'est pas moins noble, hein, la musique populaire. Oui, et c'est ça que je comprends. Houdini de Dua Lipa, je l'écoute tous les jours. Et il y a 5 ans, tu me parles de Dua Lipa, Houdini qui passe sur plein d'antennes. Je pouvais te dire non, mais ça, c'est pas pour moi. Et je sais pas, là ce matin, je l'ai réécouté et j'étais pas lassé en fait. Mais fais gaffe parce que tu vas te mettre à Britney Spears bientôt. Ouais, ça te pend. J'aime bien Britney Spears, hein. Elle a bossé avec Pharrell Williams et tout. Je trouve que c'est une icône de la pop de fou Max malade. Martin aussi. Hein. Ça, c'est sûr. Je respecte. Ça, c'est sûr. Leslie, pour toi, les légendes de la chanson française? Moi, j'aime beaucoup Michel Berger. J'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec Jean-Jacques Goldman aussi, quand même. Il nous a fait 2-3 pépites à son époque. Et alors, elle écrivait pas tous ses textes, mais Piaf, quand même, ça reste une icône de la chanson française qui, je pense, a inspiré, qui nous inspire encore aujourd'hui, je pense. Puis il y a la légende Piaf autour, les amours tragiques, tout ce qu'il y a eu. Bien sûr. Poppy, toi, t'es légende de la chanson? Balavoine, moi. Ouais. Enfin, beaucoup écouté en voiture. Ah, mais c'est un mood de voiture. Avec ma petite sœur, on écoute toujours le chanteur en voiture. Je comprends très bien. Parce que tu peux crier les paroles en ouvrant les fenêtres. T'as fait le geste de la manivelle de la fenêtre. C'est old school ce soir. Et au feu rouge même? Mais tout le temps, quoi. Ok, au feu rouge, fenêtre ouverte. Hurler les paroles, ouais, ça c'était chouette. Et sinon, Véronique Sanson, en vrai, hein. Patronne. Hein. Ouais, mais ouais. Je comprends. Maman, je comprends. Et Flore, toi, t'es méga goat? Moi, je dirais, parce qu'il faut quand même. J'ai que des mecs en tête là d'un coup. Mais c'est pas grave. Mais en fait, il y a Anne Sylvestre qui est vraiment aussi une patronne du texte dans la chanson française. Michel Legrand, quand même. Nino Ferrer aussi, qui est quand même un très grand auteur et compositeur. Mais t'en as pas marre qu'on nous mette le Sud à toutes les sauces? Mais il y a pas que le Sud. Mais ça qui est horrible. Mais oui, bien sûr. Je crois que c'est une des raisons. Alors peut-être que j'ai dit une énorme connerie, ça c'est mon problème. Quand c'est dans ma vie privée, ça va, mais à la radio, c'est un peu plus chiant. Mais je crois que c'est une des causes de son suicide. C'est qu'en fait, il était super triste que l'entièreté de son œuvre ne soit pas reconnue parce qu'on lui ramenait toujours à cette chanson. Alors qu'il avait aussi fait Les Cornichons et tout.
Oui, il avait fait oui, il voulait être chanteur de jazz. Ouais. Oui. Il y a une autrice dont on parle jamais, c'est Zazie. Alors, elle est encore très contemporaine, mais quelle autrice incroyable. Et puis, je trouve avec un ton aussi dans son écriture qui était hyper avant-gardiste, bien avant que le féminisme soit à la mode. Et sans même le revendiquer, en fait, très naturellement, elle était dans une posture très souvent assez puissante. Elle revendiquait plein de choses, mais sans se positionner en militante. Et je trouve ça hyper intéressant comme démarche. On n'avait pas rêvé, au-delà de la dinguerie ultime que ça peut représenter, qui est Serge Gainsbourg sur Move. C'est Serge Gainsbourg qui est diffusé dans une émission où on a quand même ce casting autour de la table. Donc ça peut paraître un peu insolite, mais pas tant. C'est parce que j'ai demandé à mes invités, qui pour rappel sont Annie Ada, Leslie Medina, Poppy Fusée et Flore Benguigui, de me donner un titre qui leur rappelait leur enfance, qui leur rappelait leur plus jeune âge. Et Flore, tu m'as donné. Et oui, c'est moi. Entre autres, mais j'ai choisi celui qui était le plus intéressant du coup à discuter. Tu m'as donné Serge Gainsbourg, Comic Strip. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Alors, je me suis posé des questions, parce qu'évidemment, c'est Gainsbourg, ça soulève beaucoup de problématiques aujourd'hui. Mais ça reste un artiste que j'ai écouté énormément quand j'étais petite, quand j'étais ado aussi. Mes parents écoutaient beaucoup Gainsbourg. Et c'est vraiment beaucoup plus tard où j'ai compris le problème en fait, du phénomène Gainsbourg. D'ailleurs, un problème qui est encore très actuel parce qu'il y a eu beaucoup de débats récemment avec l'arrêt de métro au Lila là, qui s'appelle Serge Gainsbourg, qui va s'appeler, je ne sais pas où ça en est. Ça méritait bien un hommage en plus. Exactement. Priorité. Exactement. Et voilà, le débat est revenu un peu et moi j'ai une position là-dessus maintenant assez ferme et je ne glorifie absolument pas Serge Gainsbourg et je pense qu'il y a quand même encore une omerta à ce niveau-là en France. On l'érige vraiment comme la fierté, pour citer notre président, de la France et de la culture française. Or, c'est une personne très problématique qui a non seulement fait la promotion de la culture du viol dans ses morceaux, qui a aussi été lui-même un agresseur et une personne violente, et après, même pour parler un niveau purement musical, qui a aussi pillé beaucoup d'artistes, notamment un percussionniste nigérien qui s'appelle Olatunji. Et il a pillé aussi Makeba. Bref, il n'est pas tout blanc sur plein de dossiers, Serge Gainsbourg. Je dis pas qu'il faut pas écouter sa musique. Et moi, sa musique me rappelle énormément mon enfance et donc des souvenirs aussi très agréables. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, il faut arrêter de glorifier ce genre de personnes. Bien sûr. Et à part Serge Gainsbourg, tes parents, qu'est-ce qu'ils écoutaient en voiture, à la maison, je ne sais pas trop où. On écoutait beaucoup les Beatles quand même chez moi quand j'étais petite. Je pense que c'est pas venu de nulle part. Mais après, ça a écouté beaucoup de chansons françaises. Bachung énormément, tu le mentionnais tout à l'heure. Bachung, Boris Vian aussi, Nino Ferrer, Bobby Lapointe aussi. J'ai été biberonnée à ça. Ce genre vraiment de chansons françaises à fond. Ouais, c'était plutôt ça. Et autour de la table, c'était un peu les mêmes artistes qui revenaient ou pas du tout? Moi, je suis congolais, donc on parle des... Ah, mais oui, on parle des musiques qui nous ont bercés tout petit. Ouais, donc moi, c'était plus Koffi Olomide, Papa Wemba, tout ça, quoi. Et il y avait aussi le truc très américain. Du coup, Mariah Carey, tu sais, les grosses divas, en fait. Et après, dans le temps, nous, on a grandi. Et du coup, nos parents, en fait, ont écouté ce que nous, on écoutait. Il y avait une petite battle dans la voiture, tu sais. Ouais, bien sûr. Et ma grande sœur, elle a ramené Beyoncé, Usher, tout ça. Elle a ramené à la maison? J'aurais kiffé. Petite fête d'anniversaire. Chez toi, il y avait Beyoncé. Mais juste les CD, tu sais. Du coup, ma grande sœur, je pense que c'était des cassettes, en vrai. Bah oui. Il fallait rembobiner. Ouais. Et moi, je suis rentré comme ça, en fait, dans tout ce qui est R&B, hip-hop et tout. Et je me souviens, là, j'ai un souvenir qui est venu comme ça, c'est Kerry James. Ah ouais. Et ma grande sœur était fan de Kerry James. Tu te rappelles le son à l'ancienne où il avait réuni tous les rappeurs qui s'appelait Relève la tête avec Blacko qui faisait les refrains?
Alors, est-ce que... Non, c'est pas Je vais pas la chanter parce que voilà, mais... C'est pas le son, ils sont dans un tribunal et tout, ça n'a rien à voir... Non, c'est un son, on les voit tous un par un, il y a même Diams, il y a vraiment tous les rappeurs de l'époque qui... Parce que là, tu me rappelles un autre souvenir d'un son, vraiment rap français, mais purement rap français, où il y a trop de rappeurs, et ils sont dans un tribunal, et ils jouent un procès. Je crois que le son s'appelle Le Procès, en fait. J'ai plus trop de souvenirs. Ouais, parce que là, j'ai un son d'anthologie qui... Les ports du pénitencier qui me vient en tête, mais c'est beaucoup plus tard, donc c'est... Vas-y, mais on en parlera pendant... Mais ouais, en gros, juste dans ma famille, il y a eu plein de mélanges, et moi, mon frère m'a vraiment mis dans le rap américain, mais dur, quoi. Tout ce qui est Chief Keef, tout ce qui vient d'Atlanta, de Chicago. Et moi, en fait, en parallèle, j'écoutais du rock. Mais genre les Beach Fossils, The Cure... Ouais, t'as été un peu dans toutes les influences à la fois, en fait. Ouais, mais c'est fou parce que en fait, le rock, c'est venu à moi, mais vraiment tout seul. C'est juste que c'était à cause de la pub. Dans la pub, il y avait énormément de rock à un moment. Et moi, ça me perturbait de pas savoir qui étaient les artistes ou quoi. Et donc, j'ai fait mon enquête, quoi. Et là, tu t'es mis à écouter les titres. Ouais, carrément. Qu'à l'époque, on n'écoutait pas forcément sur Spotify. On allait les chercher même sur YouTube ou MP3, les trucs comme ça. Imul, ouais. Et moi, je les volais sur YouTube. Tu pouvais isoler les pistes sonores. Oui. Wow. Okay. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec des sons qui en fait n'existaient pas vraiment et que maintenant je n'arrive plus à retrouver. Donc j'ai en tête, mais je peux pas les retrouver. Ouais. C'est horrible, c'est très frustrant. Leslie, qu'est-ce qu'ils écoutaient, toi, tes parents? Qu'ils écoutaient beaucoup de variétés françaises, pop française des années 80-90 à Bâle. On écoutait aussi Queen. Je me souviens qu'on écoutait beaucoup Queen à la maison. On écoutait Starmania. Mon premier porte-clés, c'était un petit porte-clés Starmania, très mignon. Et j'ai vu qu'ils avaient relancé Starmania il y a pas longtemps. Mais ça a l'air fou, ça. J'ai tellement envie d'aller. Quelqu'un y est allé? Ouais, moi, j'y suis allée. Et alors? Toi aussi, Poppy, t'es allée? Non, je suis pas allée. Mais oui, c'est fou, c'est incroyable. Enfin, Flore en parlera mieux que moi, j'imagine, parce qu'elle y est vraiment allée, mais... Oui, c'est très bien. Ouais. Mais c'est fini, d'ailleurs, je crois. Enfin, en tout cas, à Paris, c'est fini. C'était avant-hier, c'était la dernière. Mais ça va tourner, je crois. Ça tourne... partout, il me semble, en France. Et comme cette émission est écouée à travers la France entière... mais il faut les suivre, alors. Ouais. Voilà, allez les voir. Allez les follow sur Insta. Voilà, je suis allée voir. Tu as attaché de tresse, toi, en plus exactement. Et pour terminer, un peu comme toi, il y a le rock qui s'est un peu imposé, on va dire, milieu des années... Enfin, un peu avant 2010, je dirais, avec les Cooks, les Baby Shambles, Pete Doherty, tout ça. Les Bébés Brunes, évidemment, et une grande influence de ce côté-là aussi. Et toi, Poppy? Moi, mes parents sont divorcés, et donc chez ma mère, on avait le droit d'écouter tout ce qu'on voulait, donc tout ce qui était notre âge, les Spice Girls, les L5, voilà, toute la musique. Moi, c'est vrai que quand j'étais ado, je rentrais, je mettais MTV, MCM, les clips toute la journée. Enfin, je faisais mes devoirs devant. Donc, il y avait des émissions aussi sur MTV, hein. Ça dépendait des heures. Il y avait des émissions, je ne sais pas si tu rappelles, des émissions de dating un peu chelou d'MTV. Bah oui, clairement. Waouh, c'était une époque. Une belle époque. Ouais. Je regardais donc beaucoup les clips quand même. Et chez mon père, par contre, c'était que sa musique. Donc c'était plus classique, quoi. Leonard Cohen, David Bowie, Lou Reed. Ça va, des bons sons quand même. Ouais, des bons sons. Cool. Que ça m'a bien influencé positivement. Mais du coup, c'est marrant, dans ma musique, j'arrive à retrouver les deux. Quand je prends un peu de recul. Ouais, ce grand écart des musiques qui étaient curatées par ton père et des musiques que tu choisissais toi-même. Ouais. Et puis après, oui, quand on s'émancipe un peu, moi, pareil, énorme passion, les Libertines, Pete Doherty, pareil, les Cooks, les deux pieds dedans. Mais je crois qu'il y a un concert des Libertines bientôt à Paris. Oui. En avril, c'est au Un Rock Festival. Je sais pas s'il y a encore des places. C'est complet. Mais Pete Doherty, il vit en France maintenant. Il vit à Étretat, paraît-il. Ouais. Il va mieux? Il paraît qu'il va bien, il t'embrasse d'ailleurs. T'as l'air de bien le connaître. Et nous étions sur un titre choisi par Annie Ada, un de mes invités, avec Leslie Medina, Poppy Fusée et Fleur Benguigui. Pourquoi avoir choisi ce titre? Je me souvenais de ce titre-là parce que 808 Heartbreak, c'est l'album qui m'a marqué quand même. J'étais au collège et avec mon frère, on avait un voisin qui s'appelait Gauthier. Et illégalement, il gravait des CD. Et nous, on n'avait pas trop de thunes. Personne fait ça. Personne ne fait ça, non. C'est vrai. Les héros de notre époque. C'est hyper illégal. Tu te rappelles de la pub aussi Oui. Avec le SWAT. Voler un DVD. Ça faisait ça, c'est hyper peur. Il y avait une musique très
Et en fait, avec mon ref, on n'avait pas de thunes pour s'acheter des CD parce que du coup, il y avait des pubs qui disaient que c'était illégal de faire un truc comme ça. Et Gauthier nous ramène des CD souvent, Lil Wayne, 50 mais Cent. c'est l'époque Lollipop et tout en plus. Ouais, c'est 2008, l'album de... Et toi, je crois que c'est 2008. Ouais, c'est 2008, c'est quasi sûr. Et La Kanye, elle a un mulet, elle a un costume. Tu vois. Et Lollipop, c'est 2008 ou 2009 je pense que c'est 2008. On n'est pas loin en tout cas. On est avant 2010. C'est l'era Timbaland aussi. Hein. Ouais, carrément. De fou malade, ouais. The Way I Are, tout ça, ouais. Et en gros, quand je reçois 808, je comprends pas ce qui se passe, mais dans trop de trucs. Déjà, il y a des basses, non, c'était la folie. Mais qui sonnent pas comme d'habitude, et je sens que le man est triste alors que je ne parle pas très bien anglais. Et il y a juste un truc qui m'a touché après, c'est visuellement. Au niveau des clips, il intègre du cartoon et tout. Il y a un truc léché quand même qui me dit que là, je chantais un truc qui me parlait quand même. Sûr. Et au-delà de ça, les productions, elles sont trop bien. Et je trouve que maintenant, avec l'âge que j'ai, être Kenya en 2008, ça devait être hyper... il devait avoir un poids sur les épaules quand même de faire un truc hyper différent de tout le monde. Et justement, il parlait de sensibilité en fait dans ce projet-là. Et il parlait de ses sentiments, un peu de sa dépression. Il parlait d'amour, mais pas comme Lil Wayne par exemple aurait pu le faire. Et moi, c'est ça qui m'a touché dans le temps en fait quand j'ai commencé à comprendre cet album. Et même ça me fait un souvenir avec mon frère et tout. Et cet album-là, en fait, je l'ai racheté. Du coup, je suis vraiment allé à la Fnac pour l'acheter, pour me dire, ok, là, en fait, je lui rends juste ce qu'il m'a donné, quoi. Donc voilà. C'est grâce à toi qu'il est riche comme ça, par contre. Je pense pas. Et c'est pas grâce à Gauthier qui a volé toutes les chances. Pas bien Gauthier. Pas bien Gauthier. Non mais Gauthier c'était un bon, juste on était... En vrai on avait... Gauthier, si tu nous écoutes, il est derrière cette porte. En vrai... En mode batailler Fontaine. En vrai, il est derrière le rideau. Ce que j'aimais bien, c'est que les rappeurs ils disaient si vous avez pas de thunes pour écouter mon album, vous pouvez aller le voler à la Fnac et tout, tu vois. Et en vrai... Je trouve que je parlais comme un yeuve, mais c'est hip-hop de ouf en vrai de faire ça, de graver des CD. Parce que finalement, en fait, les artistes, on les écoute. Et je pense que quand t'es rappeur, le plus important, c'est qu'on parle de toi. Bien sûr. Donc en soi... Et puis quand tu vois comment on est payé avec le streaming, de toute façon... Ouais, voilà. Moi, vous pouvez voler ma musique en vrai. C'est ça. C'est vrai, vous êtes mal payé. Parce que moi, je peux vous parler de l'édition si vous voulez, mais allez-y, ça m'intéresse. On est tous mal payés. C'est vrai. L'édition, c'est pareil, non? Ouais. L'édition, logé à la même envie d'en parler. C'est pareil, de toute façon, l'édition, c'est... Ah ouais. Bah oui, on a d'autres moyens de vivre maintenant, mais on vit pas de ça, en tout cas. Mais il me semble que la SACEM s'est un peu rassemblée avec Universal Music, justement, il n'y a pas longtemps, pour venir renégocier, rediscuter avec les plateformes de streaming sur la rétribution pour les artistes. Donc, on peut croiser les doigts pour les prochaines années, quoi. Bah oui. Et encore en France, on a quand même la chance d'avoir la SACEM. Après, est-ce qu'on fait de la musique pour l'argent? Et d'être intermittent. T'as envie de payer ton loyer quand même. Bah ouais, t'as besoin de vivre. C'est vrai. Et la sécurité financière, c'est aussi ce qui te permet d'être serein pour créer. On a besoin de cette balance-là quand on est artiste. C'est vrai. Ouais, faut pas que ce soit tabou. Mais c'est vrai que c'est très français de faire genre non, on fait ça pour l'amour de l'art, absolument pas pour l'argent, non. Surtout quand j'ai envie de lâcher une phrase de droite, c'est genre non mais de toute façon c'est tellement français ce tabou par rapport à l'argent. C'est vraiment... c'est ça. C'est vrai en fait. Et pour revenir un peu à nos moutons finalement, est-ce qu'il y a une musique qui... Attendez, j'arrive pas à formuler ma question. Waouh. Est-ce qu'il y a une musique qui vous rappelle vraiment votre enfance? Enfin, genre vous vous dites limite c'est la première musique que j'ai connue. Moi j'ai ça par exemple avec The Boxer de Simon & Garfunkel. Tu vois, trop beau ce morceau. Ouais. Belle ref. Tu vois, belle ref. Elle est belle, elle est aussi belle. Après, non, mais j'ai la vallée de Dana aussi. Ah, de ouf. Mais oui, parce que je crois que c'est en 97. Je suis en 95. J'avais le CD. Donc, oh là là. Moi, c'est Free From Desire de Gala. Ah, mais folie. Première chanson que je Mais tes parents, c'était des fêtards, toi? Bah, ouais, mon père de ouf. Mon père était un tougher de fou. Ma mère était très raisonnable, mais il y avait quand même Free From Desire à la maison. Et je la chantais en yaourt parce que j'étais trop petite pour parler anglais. Je disais Free From Desire, manifest and unify. Et ouais, c'est là que j'ai décidé de chanter en français après, de pas continuer en anglais. Ouais. Moi, ça doit être un Disney, quoi. Ça doit être genre L'air du vent de Pocahontas.
Tu vois? Attends, c'est... Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Je peux te la faire en entière. Let's go. C'est un live. Non mais vraiment, ouais. L'air du vent de Pocahontas, c'est incroyable, quoi. Ah ouais. Grand-mère feuillage, sous côté. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que Disney. Moi, je crois que c'est un générique. Je t'ai coupé, je pense. Pardon. Non, j'ai approuvé. C'est c'est Cole Yoko. Non, c'est le générique de Malcolm que je sais C'est pas. quoi C'est une série. Non, mais oui, je sais, c'est le générique, ça fait quoi? C'est ça. Ouais. Ah, mais c'est rock encore, alors. Ouais, et ce générique, il m'a trop marqué encore une fois. Voilà. Mais je pense que tu dois créer un groupe de rock garage. Mais vraiment. en concert, Quand en même, vrai, moi, on est déjà comme ça un peu en concert en vrai. Hein. Il y a des drums et tout, il y a un bassiste, il y a un synthé. Ouais, ça veut dire s'il y a un American Pie à la française un jour, faut que tu fasses la BO de ce truc. Non. 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 Ok, bon, dommage. J'avais déjà un projet avec Christian Clavier, Franck Dubosc. Ouais, non, tu m'as dit American Pie français, j'ai pensé genre à des trucs trop. Avec Kev Adams. Ah, encore pire. Folie. Et il est 20h sur Move. Merci de toujours nous écouter dans Tunnel, comme toutes les semaines, je l'espère. Ou en tout cas, comme tous les... combien vous voulez, si vous écoutez, en replay, en podcast ou sur YouTube. Donc ce soir, avec mes invités, Aniada, Fleur Benguigui, Poppy Fusée et Leslie Medina, nous parlons des icônes de la chanson, des influences, je vais dire de ce qui nous influence. Je m'invente une vie d'artiste, mais c'est pas grave. C'était une artiste, Anna. Merci. Et du coup, on s'est écouté Anastasia, I'm Out of Love. Leslie, c'est toi qui avais choisi ce titre. Pourquoi ? Ouais, parce que justement, on parlait des titres qu'on écoutait en voiture tout à l'heure. Je trouve que la musique qu'on écoutait avec nos parents en voiture, elle a vraiment une... Enfin, ces musiques-là, elles ont vraiment une saveur différente. Elles s'inscrivent en nous d'une manière vraiment particulière. Et I'm Out of Love, avec mon super accent anglais, on l'écoutait vraiment à fond avec ma mère en voiture. Dans des moments où on était un peu que toutes les deux. C'était notre moment mère-fille. Et on lâchait tout, on mettait la musique à fond. Et je sais pas, c'est un état que je cherche encore aujourd'hui. Quand je crée de la musique, je cherche cet état de liberté. Et ce titre représente bien ça, je trouve. Mais c'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu dis sur les moments où on est en voiture, on écoute de la musique. Parce que moi, ça m'arrive, je sais pas, avant de bouger en week-end ou que sais-je, d'être impatiente des moments que je vais passer en voiture avec quelqu'un à écouter du son. Enfin, c'est fou. C'est limite le meilleur du voyage, c'est Oui. le trajet avec les gens que tu kiffes, quoi. Avec ma petite soeur, quand on s'ennuie dans le village, même dont on est originaire, on prend la caisse à Twingo et on fait des tours. On fait des tours. Je te jure que c'est vrai. Et genre, j'allais dire c'est triste, non c'est pas triste parce qu'au final ça nous fait trop marrer, on adore quoi. Ouais. Et puis je te vois hocher la tête, quelque chose qui te parle aussi. Bah oui, moi aussi, on écoutera plus tard celle que j'ai choisie, mais pareil j'ai choisi une chanson que j'écoutais en voiture et oui, et il y a aussi un truc quand on est artiste et qu'on fait de la musique, le crash test c'est toujours d'aller écouter dans une voiture les mix dans la Ah voiture. mais non, le mix dans la voiture, tu mets à fond et t'es là Ouais. Mais j'ai l'impression de découvrir un méga secret. Vous faites tout ça? Ouais, et on essaye d'ambiancer nos mais potes en même temps. attendez, parce que là vous écoutez derrière la radio, vous voyez pas qu'il y a tout le monde qui me regarde autour en mode bah oui c'est la base, bien sûr qu'on fait tout ça. Quoi? Non mais on n'en parle pas, mais c'est vrai, on le fait, c'est vraiment le crash test total. Et c'est quoi, parce qu'il y a la meilleure acoustique dans les voitures ou... Non, mais c'est parce que les gens passent beaucoup de temps là, donc c'est dans un endroit où ils vont beaucoup écouter ta musique, du coup tu veux que ça sonne bien pour cet espace-là. Exactement. Parce qu'en fait, il n'y a pas un super son en vrai. Enfin, ça dépend de quel... En général, t'écoutes pas dans une Mercedes. Enfin, ou je sais pas, j'ai dit une marque. Moi, je pense que les gens riches écoutent de la musique quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Mais du coup, en fait, tu prends le son le plus pourri. Et pour voir si ça sonne bien. Si ça sonne bien en pourri, ça sonne forcément bien en bien. Oui, mais attendez, c'est un conseil que vous donnez entre artistes et vous le faites ou c'est spontanément que ça vous est venu ? Ça se fait. Non, mais je pense que ça se fait spontanément. Je sais pas. Ouais, moi, je sais que j'ai vu ça. Je crois que c'est Mike Dean qui faisait ça pour un album de je sais pas quel artiste. Moi, j'ai vu ça dans un documentaire. Pour un artiste. Non, et là aujourd'hui par exemple, nous ce qu'on fait c'est qu'on teste nos AirPods maintenant, tu vois, ou nos casques. Oui, oui, ça fait partie des. En général, tu testes pour. En fait, là où les gens vont écouter, c'est le plus, c'est le téléphone et la voiture, quoi. Mais attends, toi du coup qui fais la musique et qui a aussi un podcast, tu fais ça avec le podcast aussi ou c'est vraiment avec la musique ? Ah, c'est vraiment avec la musique. Ok, d'accord. Ah non, mon podcast. Vous êtes. C'est trop long. Ok, waouh, on apprend des choses ce soir. Mais en tout cas, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir. C'était cette histoire justement d'avoir choisi Anastasia. C'est un peu les années 2000, tout ce qui est Y2K et tout, qui est très à la mode actuellement.
On le voit notamment avec le retour de notre pop star à nous, de notre Britney, Laurie. Tout à fait. Qui avec est venue, Hyper volume 1, bien sûr. Oui, qui est venue ici même, qui était à ta place, Flore. Ah, waouh. Ouais. Tu es à la place de Laurie. Je suis à la place de Laurie. Mais imaginez moi recevoir Laurie, j'étais là, mais quoi? Enfin, c'est fou. Iconique. C'est la seule personne à qui j'ai demandé un selfie en sortant parce que j'étais là, mais je peux pas ne pas. Enfin, c'est fou. Laurie, c'est toute mon enfance. Enfin, je crois que c'est notre enfance. Sur les baladeurs. Oui. C'est laquelle t'as préférée de Laurie? Pour moi, Près de moi, c'est le classique. Tu vois, c'est celui avec lequel on l'a toute découverte. On a toutes couru chez Carrefour acheter l'album. Donc, pour moi, Près de moi, c'est. Ouais, je comprends. Pareil, avec le clip sur le ponton, là, incroyable. Moi, j'aimais trop ton sourire, mais je sais pas si vous voyez laquelle. Ouais, bien sûr. Et je m'inventais des vies, je pense, parce que j'avais 6 ans. Enfin, vraiment, c'était un titre d'album, c'est niche. C'est très niche ce que tu es en train de sortir là. Oui, mais on écoutait les albums en entier à l'époque. On consommait pas comme ça une petite musique. T'avais que l'album. On savait écouter de la musique à l'époque. Bien sûr. On est vraiment des boomeuses. Avant, c'était mieux. Déjà, personne va savoir qui c'est Laurie, je suis sûre. Non. Mais à quoi vous attribuez le succès comme ça, des reprises, des compiles, des rééditions Franchement, c'est l'émotion, non? En fait, il y a un truc que tu peux pas matcher, même avec la meilleure chanson moderne actuelle, il y a un truc que tu peux pas combattre, c'est l'émotion, la sincérité, l'authenticité d'un moment que tu as vécu, d'une période de ta vie. Parfois, il y a des sons qui sont pas si qualitatifs techniquement, mais qui en fait sont associés à une histoire d'amour, une rupture, un deuil, je sais pas. Et en fait, cette musique, du coup, quand tu l'entends, c'est genre c'est ton son sûr, alors que en soi, c'est pas ce qu'il y a de mieux en musique, quoi. Et ce matin, alors à 10h30 précise, ne me demandez pas comment je le sais, c'est mon taf d'investigatrice. Nostalgie, donc Nostalgie, la radio des chansons nostalgiques, a diffusé Barbie Girl de Aqua, qui est sorti en 97. Donc, comment on le vit quand des musiques qu'on a écoutées à leur sortie, qu'on a connues de façon contemporaine en mode et nouveauté, passe désormais sur Nostalgie. C'est chaud. Bah, tant que c'est pas nos morceaux déjà, je trouve que ça va. Imagine. En même temps, c'est un peu la consécration aussi. Mais... Et en même temps, je pourrais presque le prendre bien. Bah ouais, non, je pense que je kifferais en fait. En vrai, c'est incroyable, non, de se dire que la musique, ça reste, tu vois. Oui, non, mais c'est pas ça. Ça veut dire que ta musique, c'est la musique de l'ancien temps, tu vois. Ouais, je trouve ça elle trop passe stylé. entre deux Georges Brassens. Cool. Ouais, mais ça veut dire qu'elle a traversé quand même. Traversé des... T'es en mode Tu patrimoine. restes, tu vois. T'es dans la pop culture, tu vois. Ouais. Je trouve ça trop stylé. Donc pour vous, c'est un peu la consécration, en fait, que ton son passe sur Nostalgie. Ouais, c'est stylé. Peut-être pas Nostalgie, sans vouloir les piquer, mais... Toi, tu vas avoir des clashs, mais avec... des chansons. Ouais. Non, mais... tes attachés de presse. Non, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Le côté pop culture, c'est assez noble, en fait. Le fait de s'inscrire de manière intemporelle dans la vie des gens, quoi. C'est, tu vois, moi, le but de ma musique, c'est que tout le monde se reconnaissent dans ce que j'écris ou dans ce qu'on compose, tu vois. Et pour moi, c'est ça. En fait, la musique, c'est censé être pop, en fait. C'est pas censé être de niche, malgré que j'adore ça. On écrit pour nous, je pense, et on fait la musique pour les autres, en vrai. Et moi, ce que j'ai compris cette année, quand moi, j'écoute de la musique, je sais ce que j'écoute direct, tu vois. Ouais. Encore une fois, Dua Lipa, Houdini, je sais que je vais, tu vois. Michael Jackson, Billie Jean, je sais. PNL, je sais ce que je vais écouter, tu vois. Et juste, on doit faciliter les auditeurs et auditrices sur notre musique, tu vois. Même si des fois, on peut faire des choses un peu complexes et nichées, mais parfois, faut être straight to the point, tu vois. Enfin, en français, du coup, c'est aller droit au but. Et pour moi, c'est ça, être pop, c'est... Tu parlais de Paul McCartney tout à l'heure. Il siffle incroyablement. Il siffle trop bien. Il sait siffler. Ok. Et je trouve ça fou, tu vois, que Kanye l'utilise dans un morceau juste pour siffler. Tu vois. Ah, c'est fou ça. C'est dans All Day et c'est de base, il lui a fait un truc à la guitare, etc. Ok. Et il siffle à la fin du morceau. Kanye se dit ah putain, on garde ça et il le met vraiment à la fin du morceau. Et juste pour moi, ça c'est pop, tu vois, c'est prendre Paul McCartney pour un truc que personne ne connaît, mais que tout le monde va retenir, tu vois. En mode à la fin, tout le monde va faire le sifflement du morceau All Day. Mais Paul McCartney, il est venu faire ça là, dans la deuxième moitié des années 2010, quand il a eu son era, où il a fait des feats avec Rihanna, tout ça, sur son retour, ou c'est des vieux, c'est du sample Non, je pense d'avant. que c'était vers cette période-là où ils ont fait le feat à 3. Et je sais
Kanye préparait un album, mais qui n'est jamais sorti, qui est genre vraiment qui est trop deep. Et il y a un sifflement de Paul McCartney. Et j'ai vu une vidéo où il expliquait justement comment ça s'est passé. Du coup, Paul, parce que c'est mon pote. Et il racontait juste ça, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça trop incroyable, en fait, que ce mec-là qui ait fait de la musique et qui est genre vraiment inventé ou réinventé un genre, soit aujourd'hui sur un album d'un des meilleurs rappeurs contemporains. Enfin, tu vois, je trouve ça fou. Et lui, il est resté dans le temps. Et enfin, c'est ouf. Comme ça, il est sur Nostalgie et sur le Move, tu vois. Mais justement, par rapport aux artistes à l'ancienne, alors Paul McCartney, ça va s'éloigner de la question que j'ai envie de vous poser parce que c'est pas un artiste français, mais on parle souvent du fait qu'il y avait une super chanson française, mais quand on entend chanson française, pour certaines personnes, notamment les médias les plus réacs, ce qui représente pas mal de médias actuellement, c'est en gros... pique aux médias, ça c'est gratos. En gros, ce serait les chansons qu'il y a eu, allez, disons jusqu'aux années 80. Est-ce que vous qui êtes artiste, vous voyez aussi cette espèce de cassure entre la chanson française et ce qu'on appelle la nouvelle scène, où en fait, pour vous, ce que vous faites, c'est toujours de la chanson française et il y a une continuité juste entre les années 60, les années 70, les années... Enfin, je vais pas faire toutes les décennies, mais voilà. C'est trop dur, cette question. C'est dur comme question. Mais alors, ne parlez pas de vous-même si vous voulez parler de vos contemporaines et contemporains, parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre de parler de soi. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup plus d'offres aujourd'hui dans la musique. Enfin, Internet a complètement tout changé. On fait plus du tout la musique comme on le faisait à l'époque. Il y avait beaucoup de contrats d'artistes, donc des gens qu'on venait, qui étaient des super interprètes et à qui on faisait des projets un peu tout fabriqués pour exploser, pour cartonner. Et les gens consommaient les quelques artistes qu'on leur donnait tous les 3-4 mois, etc. Aujourd'hui, il y a je sais plus combien de chansons qui sont postées sur... les plateformes de streaming par jour. Donc, il y a non seulement une profusion de styles, de formes d'expression au quotidien, mais en plus de ça, on a une manière de proposer notre musique qui est beaucoup plus simple qu'avant. On peut être beaucoup plus indépendant aussi dans notre créativité et dans la commercialisation de notre musique. Donc, c'est très difficile de comparer les deux époques. Et aujourd'hui, je pense qu'on est le mélange à la fois de ce qui se faisait à l'époque, qui était très populaire et donc au fond de nous, peut-être qu'on continue de vouloir aller vers des codes qui sont populaires, qui ont fait leurs preuves, mais en même temps, il y a des prises de risques en mélangeant des genres qu'à l'époque, peut-être on ne pouvait pas faire parce qu'on ne savait même pas que ça existait et que c'était possible de le faire, quoi. Après, depuis tout à l'heure, on cite que des artistes de variété, mais moi, en vrai, c'est pas tellement ce que j'ai vraiment écouté. Là, dans ma tête, j'étais en train de penser à Oxmo, par exemple, Enfant Seul, pour moi, qui est un morceau trop bien, ou Fab, Quand je serai grand, qui m'accompagnent encore aujourd'hui et qui sont des classiques et qui sont pour moi en fait de la chanson française, tu vois. Non, mais à une échelle de temps différente, de toute façon, il y a le même débat sur le rap. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que le rap de maintenant... T'as vu dans les commentaires sur YouTube à chaque fois, sous des clips de rappeurs actuels, il y a toujours le truc en mode ouais, mais alors le rap avant, c'était beaucoup mieux, c'était pas nanana, la société, tu vois. Donc il y a aussi le même débat. Et effectivement, il y a la question de l'inscription de rappeurs dans la chanson française, puisque c'est le style presque majoritaire en fait. Mais c'est parce que moi, je pense que quand t'es rappeur, c'est qu'il y a une période où on voulait pas d'eux dans la chanson française et qui se sont dit, en fait, on n'est pas de la chanson française. Mais moi, aujourd'hui, je leur dis que si, en fait. Parce qu'ils ont inspiré tellement de... Enfin, aujourd'hui, on est en 2024, tout le monde a un micro dans sa chambre et une carte son et peut faire du rap. Et il y a une porosité beaucoup plus importante qu'avant. Exactement, et ça, faut leur rendre, en vrai... sans un Oxmo, sans même un Booba, sans un Rof, sans un Lafouine, en vrai, je serais pas là, tu vois. Malgré que j'écoutais des rappeurs américains. Ouais, bien sûr. Et c'est juste qu'aujourd'hui, il faut leur dire merci. Et ouais, vous faites partie de... Vous êtes qui vous pensez être, en fait, tu vois. Tout à fait. Et c'est pas à cause des victoires ou d'autres cérémonies ou parce que t'as pas de disque d'or. On s'en fout. En vrai, c'est juste le public qui est vraiment important. Et moi, je leur dis que vous êtes... des écrivains français et genre des chanteurs français en vrai. Enfin, des rappeurs français pour le coup, mais vous faites partie de ce patrimoine-là, de la chanson française en tout cas, tu vois. Puis en plus, avec l'ère du rap, on est aussi sorti, mais d'un coup, de l'ère de l'interprète dont tu parles, Leslie, qui se fait écrire ses textes et tout, parce que là, pour le coup, les rappeurs, à part parfois pour les top lines, en général... Ça existe, hein. Oui. Et je trouve ça trop bien de collaborer. Hein. Pour moi, justement, encore une fois, j'ai 26 ans, je suis désolé, mais c'est trop hip-hop. En vrai, dans le sens où maintenant, on a des codes et la musique, ça va hyper vite. Je préfère être avec ma team et qu'un gars me trouve une phase, mais qui est trop bien. En fait, je peux lui dire, bah non, c'est pas toi qui l'as écrit, donc garde-la. Si la phase est trop bien, bah let's go, on la met. Je trouve que, même là, je parle que du rap depuis tout à l'heure, mais pour moi, la pop, c'est le meilleur exemple.
Moi, le mec que je respecte de fou, c'est Pharrell Williams, où chaque truc qui touche, ça devient populaire, alors que de base, c'est une contre-culture, en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est que maintenant, le mec, il est chez LV, il nous fait porter le chapeau de cow-boy, tu vois. Alors qu'il part quand même d'un skatepark en Virginie avec Chad Hugo, tu vois. Et qu'en fait, ils font du rock, et en même temps, ils produisent pour Britney Spears, et pour Kelly, enfin, tu vois, c'est fou. Ouais, mais il y a vraiment une porosité aussi sur les styles musicaux maintenant, et tout un truc qui se mélange dans la nouvelle chanson, et c'est assez intéressant. Et vous êtes toujours dans Tunnel, et nous discutons toujours des icônes de la musique, des sons aussi qui ont pu nous guider et influencer. Et je suis toujours avec mes merveilleuses invitées. Leslie Medina, Poppy Fusée, Fleur Benguigui et Annie Ada. Et Poppy, c'est toi qui as choisi ce titre. Pourquoi ? On parlait tout à l'heure de crier dans la voiture, je crois que c'est un indice. Ouais, là on criait pas. Hein. Mais non, mais c'est un des rares albums qu'écoutaient mes parents, mais séparés. Donc on l'écoutait et chez ma mère et chez mon père. Et ouais, il y a un truc de voiture qui est très fort. Je me vois vraiment passer du temps dans les embouteillages. Hein. C'est le dimanche soir quand mon père nous ramenait chez notre mère. Et il y avait cet album qui passait et à la fois on avait envie de l'écouter jusqu'au bout pour rallonger le temps qu'on passait avec notre père dans la voiture avant de se quitter, quoi. Mais ouais, c'est un de mes premiers souvenirs vraiment de musique qui me transcende et où je me fais des films dans ma tête, quoi, où je me raconte des choses. Tu te disais quoi ? Je sais pas, c'était des films, quoi. Bien sûr que je pensais à des mecs, alors que à l'époque je parlais pas du tout anglais, mais même aujourd'hui je peux même pas te dire de quoi parle cette chanson, c'est fou. Give me a reason to love you. Ouais, c'est amour triste. Allez, il y avait love, c'est suffisant. C'est suffisant, ça nous suffit. Exactement. Mais ouais, je me racontais des trucs, j'étais un peu, on en parlait tout à l'heure, mais ouais, c'est mélodramatique. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je m'inventais des vies. Bah oui. Et en parlant justement de s'inventer des vies, il y avait, on l'a un petit peu évoqué, mais des énormes idoles dans le temps. Et il y avait, leur légende était quand même construite pour finalement faire rêver notamment les filles. Donc on avait Elvis Presley aux States, Claude François en France, que des mecs qui respectaient énormément l'intégrité physique des mineurs. Et donc, deux personnes pour qui tout le monde se pâmait, car ces gars-là étaient mis en valeur pour que donc les consommatrices vraiment en tombent amoureuses. Plus tard, on a eu Mike Brandt, qui ne parlait pas français, donc qui chantait en phonétique, puis qui a fini par se foutre en l'air en provoquant des torrents de larmes. Et on a eu aussi Johnny, évidemment. Est-ce qu'il y a toujours des idoles, des icônes ? Les liaisons sont pas belles, hein, des icônes. Bah oui, bien sûr. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est encore très actuel. Qui sont les idoles de notre temps pour toi ? Bah, par exemple, j'étais il y a 2 ans, il y avait Harry Styles à Coachella. Je peux te dire que ça hurlait très sévère dans le public. Donc... Et tu penses qu'à nouveau, Harry Styles, il y a une espèce de légende qui est construite autour de lui, tout comme de façon très marketing, on construisait quelque chose autour d'Elvis ou Claude François à l'époque, ou c'est plus compliqué ? Je pense que les temps changent un peu par rapport à ça. Justement, pour faire le parallèle avec Serge Gainsbourg dont on parlait tout à l'heure, qui, même si voilà, les dossiers s'accumulent, les dossiers sont là, mais tout le monde les ignore. Je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu moins... on fait peut-être plus attention, mais quand même, quand on voit... désolée, j'ai l'impression que je parle que de ça, mais quand on voit les rappeurs qui sont au sommet, par exemple, et qui ont des accusations de violences sexistes et sexuelles, et puis il n'y a rien qui se passe, bah, on se dit que finalement, on n'avance pas beaucoup, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a encore des idoles. Après, heureusement, il y a aussi des idoles qui sont géniales. Il y a plein de femmes, notamment, extraordinaires qui sont des idoles. Je pense à Céline, pour qui on a une petite pensée parce qu'elle va pas bien en ce moment, d'ailleurs. Et voilà, ou Beyoncé, ou Taylor Swift, ou Rosalia, voilà, il y a plein de Ariana Grande, il y a plein de meufs qui sont des idoles aujourd'hui et qui sont en plus des meufs trop cool, quoi. Est-ce qu'il y a des noms pour vous qui manquent dans justement les idoles de nos temps modernes ? Parce que c'est vrai que la question était un peu rhétorique, parce qu'on voit déjà rien que toutes ces personnes qui arrivent à remplir des stades de France, c'est quand même... C'est quelque chose, quoi. C'est des trucs énormes. Mais est-ce que ça dépend ? Il faut redéfinir qu'est-ce que tu veux dire par idole. Ah, mais ça, c'est moi qui pose les questions. Donc ça, c'est vous qui devez définir. C'est vous qui devez... Je sais pas, parce que enfin, ça dépend. Est-ce qu'on continue de rêver en regardant des artistes ? Je pense que la réponse est oui, et j'espère que ça sera encore le cas dans 100 ans.
Maintenant, je pense qu'on a un accès à l'information qui est beaucoup plus grand. Avant, pour avoir des informations sur tes artistes préférés, c'était une interview à la télé ou Star Mag, ou enfin des magazines avec des posters et tout. Maintenant, tes artistes préférés, ils font des snaps, tu vois, ils sont sur TikTok et tout, ça n'a rien à voir. Donc je pense que l'admiration, elle est toujours là, mais je pense qu'il y a peut-être une part de magie qui s'est un peu évanouie parce qu'on a vraiment accès à leur intimité. Sauf exception, tu vois, je pense par exemple à Nekfeu, qui est un mec qui donne aucune info sur lui, on sait rien, on sait pas où il est, ce qu'il fait, s'il va revenir, s'il va pas revenir. Est-ce qu'il est vivant? Et je crois qu'il est vivant. On lui souhaite. Je crois qu'il est vivant, et j'espère surtout qu'il est vivant. Mais ouais, il y a encore quelques artistes qui aiment cultiver cette espèce de mystère, cette espèce de légende autour de leur projet, mais c'est devenu assez rare. Est-ce que c'est dommage? Ça, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, ça n'existe plus comme c'était avant, ça, c'est sûr. Et donc, on a commencé une discussion juste avant ce titre, tout récent et tout neuf, presque exclusif, sur les réseaux sociaux. Et le fait que, justement, avant, il y avait des idoles et qu'en fait, ces idoles étaient vraiment insaisissables. Finalement, on ne voyait que qu'une espèce d'image de papier glacé et des concerts mythiques, etc. Et seulement ce que les maisons de disques voulaient bien donner, mais que maintenant, avec les réseaux sociaux, non seulement les artistes vont en donner plus et se montrer plus accessibles, mais on va aussi leur en demander plus. Est-ce que vous pensez que actuellement, le fait que les artistes soient plus accessibles, en tant qu'artiste, c'est mieux? C'est mieux pour la société que les artistes soient plus atteignables? Je pense pas. Je pense pas. En fait, ça crée plus des madness qu'autre chose. Parce que quand t'es jeune et que t'es en développement, tu vas vouloir ressembler à ta star. Sauf que la star que tu regardes, elle te montre ce qu'elle a envie de te montrer. Ouais, bien sûr. Donc après, t'as des dérives de médias qui parlent de stars et qui font dire que cette star-là, elle s'est fait refaire le nez et patati patata. Et en gros, juste, ça emmène à un truc où t'as envie de lui ressembler. Et en fait, toi, t'as une personnalité et oui, tu peux faire de la chirurgie, etc., mais qu'il y a un truc où parfois, il faut faire attention à ce que les stars elles montrent, parce qu'en fait, souvent, c'est des placements de produits en fait, qu'elles ne respectent même pas. Ouais, bien sûr. C'est des choses, c'est des idéologies qu'elles ne respectent même pas vraiment, en fait. C'est vraiment que du marketing. Et oui, si tu veux te refaire le nez, fais-le, mais pas parce que la star, elle l'a fait, en fait. Parce que derrière, en fait, il y a juste un chirurgien qui lui a donné un chèque de 100 000 euros et qui lui a dit ouais, dis que t'as fait refaire ton nez chez moi, et ça se trouve c'est même pas vrai. Et après il y a un autre truc que moi je suis en train de voir, c'est que moi je crois que j'aime bien les artistes discrets qui parlent pas beaucoup, en fait. Ok. Qui vont juste à l'essentiel, tu vois, ou qui te montrent une petite nouvelle de leur voyage, je sais pas où ils sont, tu vois, au Japon ou là à la Cannes, je sais pas, tu vois, mais c'est pas ce que tu attends d'un artiste que de savoir ses opinions sur absolument tout. Alors, je nuance toujours mes propos, dans le sens où ce qui mange le midi, en vrai, je m'en fous, tu vois. Ouais. Par contre, en concert, s'il a un acte, il a un discours politique en concert, je serais plus touché que s'il le fait sur Instagram. Qu'il le fasse sur Instagram, c'est cool, parce que du coup, des gens peuvent l'entendre et des gens peuvent être touchés alors qu'ils n'auraient jamais vu ce discours-là. Mais en réel, ça me toucherait plus. Dans le sens où, sur Instagram, je me poserais toujours cette petite question: est-ce qu'il le fait parce qu'il le pense vraiment, ou est-ce qu'il le fait parce que c'est à la mode, tu vois? Est-ce que vous partagez cette opinion autour de la table ou... Moi, je trouve que les réseaux sociaux, ça nous a quand même donné une opportunité de reprendre le pouvoir sur notre image, quand même. Je pense que c'est aussi un truc d'émancipation, quoi. Alors évidemment, il y a une charge mentale qui vient avec ça, en tout cas qui peut venir avec ça, et ça peut être pénible, et je connais des artistes pour lesquels c'est pénible. Moi, c'est vrai que je viens d'Internet, j'ai eu des blogs avant, donc je suis assez à l'aise avec ça. Moi, ça m'amuse et j'ai aucune pression de l'extérieur. Je gère mes réseaux sociaux comme je veux et au rythme où je le fais. Donc j'ai une liberté, mais en tout cas, oui, moi, j'adore pouvoir partager, j'adore ce lien direct. En tout cas, en tant qu'artiste, moi, j'aime ça. Et ensuite, je sais pas, non, par contre, ouais, voilà. C'est déjà une réponse très complète. Quel est votre rapport aux réseaux sociaux, Flore, Leslie?
Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je rajouterais peut-être juste que ce qui est bien avec les réseaux, je trouve, c'est la mise en lien. Pas forcément avec des artistes, comme tu parlais de stars. Donc, évidemment, je vais jamais faire un DM à Beyoncé, tu vois. Bon, ce serait un peu une perte de temps. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que ça permet de créer du lien avec des artistes à une autre échelle, avec qui tu n'aurais pas forcément pu discuter, qui sont peut-être pas dans le même pays que toi, pas dans la même ville, pas dans les mêmes milieux aussi, les mêmes réseaux. Et ça, je trouve ça super, parce que moi, par exemple, ça m'a permis de faire des collaborations musicales avec des artistes qui sont pas en France. Ça permet de créer du lien. Et aussi, pour tout ce qui est militantisme, je trouve que c'est quand même très utile, parce que ça permet de créer des réseaux militants bien sûr. hyper fournis, et que je pense qu'il serait plus difficile à mettre en place dans la vraie vie. Ouais, je te rejoins, Flore, là-dessus. C'est cool de pouvoir connecter et travailler, créer des groupes de discussion autour des thèmes qui nous touchent, etc., grâce aux réseaux sociaux. Et en même temps, pour moi, il y a un petit parallèle qui se fait presque avec les relations amoureuses. C'est-à-dire, j'aime bien l'idée, quand tu tombes amoureux de quelqu'un, d'avoir un petit moment où tu fantasmes un peu l'autre, où tu idéalises un peu l'autre. Et quand tu aimes un artiste, pour moi, il y a un petit parallèle qui se fait avec ça. C'est-à-dire que moi, j'aime bien l'idée de ne pas tout savoir de l'artiste, et de pouvoir projeter sur cet artiste qu'on est exactement les mêmes, et qu'on pense les mêmes choses, etc. Et qu'à la limite, ce qu'il a envie de me dire, il me le dit dans les chansons. Enfin, il me le dit pas à moi, mais il le dit dans les chansons. Il ou elle le dit dans les chansons. Donc, c'est toujours un peu délicat, je trouve, de trouver l'équilibre entre utiliser les réseaux comme moyen de connecter et de se raconter d'une autre manière, et en même temps garder une distance, je crois, qui est saine, à la fois pour soi en tant qu'artiste, mais aussi pour les gens qui nous écoutent. Je pense qu'il y a une petite limite à pas dépasser de trop d'interaction, de trop de proximité, qui, selon moi, du coup, rend le truc un poil moins intéressant et moins sexy, en fait. Mais c'est dur de la fixer, cette limite. Complètement. Aussi, je trouve. C'est dur. On a peur d'être oublié aussi. Il y a ce truc, il y a une Ouais. espèce de pression aussi de ça, de poster, ça c'est sûr. Vous avez l'impression parfois, en tant qu'artiste, en sachant que vous êtes pas du coup créatrice ou créateur de contenu, donc c'est pas votre métier de base, mais de devoir vous forcer à poster un petit peu par moment? Non, pas vraiment, mais moi par contre, j'ai parfois je poste beaucoup de choses militantes souvent. Et c'est vrai que au bout d'un moment, si je poste pas de contenu qui a un rapport avec la musique, qui est censé être mon métier principal, je reçois beaucoup de messages. Déjà, j'ai beaucoup de gens qui se désabonnent, et je reçois beaucoup de messages haineux de gens qui disent que mon rôle c'est d'être chanteuse, et c'est tout, et qu'après j'ai pas à m'exprimer sur des sujets politiques. Mais est-ce que tu as l'impression que tu pourrais faire de l'art sans t'engager avec Non, je pourrais pas. Non, c'est pour ça que je continue à le faire après, et que j'écoute pas vraiment, tu vois, parce que parce que de toute façon, pour moi, faire de la musique, faire de l'art, c'est politique. Donc pour moi, il y a pas vraiment de limite entre ces deux disciplines, disons. Mais je sais que parfois, voilà, je me dis, bon, là, ça fait genre 3 jours que je poste que des trucs, souvent d'ailleurs un peu glauques. Je me dis, bon, là, je vais pas poster aujourd'hui, parce que sinon, les gens ils vont dire que je suis complètement fixée sur un seul sujet, quoi. Personnellement, moi, en ce moment, je suis pas mal challengée par ça. Je suis en train d'écrire des chansons pour la suite, etc. Et en même temps, je réfléchis à comment partager, comment être visible, comment faire rayonner ma musique. Sauf que en fait, le temps que je passe à créer du contenu, à réfléchir à une stratégie pour que ma musique rayonne, c'est un temps où je suis pas en studio, où je suis pas en train d'écrire des chansons. Donc en fait, j'ai l'impression que parfois, l'aspect commercial, parce que les réseaux sociaux, c'est un aspect commercial de notre industrie, prend le dessus sur la sensibilité, la créativité, et c'est quelque chose qui me challenge beaucoup en ce moment. Et nous poursuivons, et même nous terminons cette discussion dans Tunnel sur nos icônes de la musique. Et pour cela, je suis entourée d'un merveilleux plateau. Annie Ada, Flore Benguigui, Poppy Fusée et Leslie Medina. Et je voulais savoir, du coup, si évidemment tous ces artistes, mais je crois que c'est une question rhétorique, si tous ces artistes dont nous avons parlé, de légendes, ont contribué à votre envie de faire de la musique. Parce que, question subsidiaire, on peut se dire aussi que passer après de telles légendes, c'est intimidant, et que peut-être qu'on n'arrivera pas à faire autant. Donc, dans quelle mesure, ça vous stimule, cette concurrence du passé ?
Non, bah, bien sûr, évidemment. J'ai envie de faire de la musique depuis que je suis toute petite, donc depuis que j'ai entendu mes premières chansons, je rêvais de ça, mais je me suis donné jamais les moyens de faire. J'ai pas pris de cours de musique ni de cours de chant, parce qu'en fait, je pensais que c'était pas possible pour moi. Donc pendant longtemps, j'ai juste écouté de la musique et ces idoles m'ont nourri pendant des années. Et c'est vraiment quand j'ai découvert d'autres artistes moins à voix, parce que quand j'étais petite, j'avais une voix très très rauque comme ça. J'avais un peu honte de ma voix. Et j'écoutais des chanteuses genre Maria Carey, des chanteuses avec des voix qui montent très très haut. Donc je me disais que c'était pas possible. Et c'est vraiment quand j'ai découvert des auteurs plus genre Leonard Cohen, où j'ai compris que l'identité vocale c'était plus important que les octaves. Mais donc évidemment que oui, ça m'a nourri toutes ces idoles. Et aujourd'hui, vraiment, en prenant un peu de recul sur ma musique, j'arrive vraiment à voir à peu près tout ce que j'ai écouté dans toute ma vie. Leslie, je te vois hocher la tête. Quel est ton rapport, toi, à ces idoles ? Non, je hochais la tête parce que moi aussi j'ai la voix très grave et cassée. Quand j'étais petite au téléphone, on me confondait tout le temps avec mon petit frère, ce qui était très désagréable. Et je crois que c'est quand j'ai entendu Jimmy de Moriarty que je me suis dit genre mais en fait les meufs qui ont des voix cassées c'est stylé. Et ça m'a donné confiance. Et quel rapport j'ai avec les idoles ? Moi je pense que quand on fait de la musique, il faut surtout pas penser à nos idoles parce que, en tout cas personnellement, ça me bloque complètement. Je me dis que je suis absolument incapable de faire des œuvres comme celles qui m'ont inspirée, mais c'est plutôt un acte de création que je trouve intéressant et quel est le chemin que tu empruntes et par où tu passes, quels sont tes outils créatifs pour ajouter ta pierre à l'édifice, mais jamais avoir la prétention de se dire tiens, je suis fan de Paul McCartney et je vais essayer de faire un son comme Paul. En fait, ça va forcément foirer et tu vas forcément être déçu et tout arrêter. Donc autant juste chercher qu'est-ce qui est sincère pour toi, qu'est-ce qui est authentique, et limite être surpris à la fin, une fois que tu as terminé, de te dire genre tiens, c'est ça qui est venu, quoi. Que ça soit un truc plus vis-à-vis de soi que vis-à-vis de nos idoles. Je trouve ça plus intéressant. Mais justement, je rebondis sur ce que tu as dit et je me tourne vers la fan numéro 1 de Paul McCartney. Est-ce qu'il y a des artistes, toi, pareil, tu t'es dit, j'ai envie de faire exactement ça et ça me porte moi, c'est un peu comme Poppy. Je pense que pendant longtemps, j'ai une toute petite voix. J'ai pas une voix qui porte beaucoup. Et en plus, c'est même pas vrai ça. Mais pendant très longtemps, non, mais c'est vrai. Pendant très longtemps, je pensais que je pouvais pas chanter fort, alors qu'en fait, je peux. Mais c'est des années c'est des barrières mentales, comme diraient les influenceurs crypto-monnaies sur Insta. Mais c'est vrai. On se met des barrières mentales, et je pense que c'est lié aussi au fait que j'étais très introvertie, et donc je voulais pas pousser ma voix. Et donc, j'avais jamais pensé. Ça m'avait absolument pas effleuré l'idée d'être chanteuse ou de faire de la musique, alors que je faisais de la musique quand j'étais petite, mais j'aurais jamais pensé à en faire quelque chose. Et c'est quand j'ai entendu Chet Baker, en fait, chanter. Donc Chet Baker, qui est un trompettiste de jazz, mais qui chantait aussi et qui a vraiment la même voix que son instrument, qui a une voix de trompette. C'est très beau, c'est un filet d'air et c'est très doux. Et en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en fait, on peut chanter en ayant une voix vraiment hyper feutrée, hyper douce comme ça. Et en fait, c'est pour ça que je me suis tournée vers le jazz en premier et que j'ai fait un conservatoire de jazz au début. Parce que le jazz, c'est justement peut-être le style musical qui accepte le plus tes défauts pour en faire des qualités. Alors que le classique, effectivement, c'est un milieu où on te demande une technique parfaite et que ta personnalité vient de tes prouesses techniques. Alors que dans le jazz, c'est vraiment plus t'as de défauts, mieux c'est. Parce que c'est ça qui va faire ton style, quoi. Et c'est par là, du coup, que je suis arrivée. Mais sinon, effectivement, à la base, comme toi, je pensais que je pouvais pas chanter. Et moi, là, on parle de voix, etc. Mais moi, c'est plus au niveau de l'écriture, où je me disais, en fait, je ne vais pas être capable de pouvoir écrire comme un son qui m'a trop touché. Et du coup, en fait, juste, j'ai travaillé, j'ai perfectionné mon écriture, j'ai lu des livres, j'ai regardé des films. Et une fois que j'ai fait un son qui m'a vraiment touché, je me suis dit, purée, c'est moi qui ai écrit ça, je suis trop fier de ce truc-là. Je me suis dit, en fait, ouais, je peux le faire. Donc... Et pour continuer sur les idoles, du coup, en parlant justement des inspirations que ça vous donne, quelle est l'idole avec laquelle vous rêveriez de faire un feat, vivante ou morte, évidemment, mais quelqu'un de légendaire. Bon, Flore, tu peux dire Paul McCartney. Ouais, hein, oui, je vais pas là, dire c'est autre le chose. moment ou jamais. Ouais, s'il m'entend. L'appel est lancé, imagine. C'est fou, en vrai. J'écoutais le move. Je me suis dit. Moi, vivante, Rosalia.
Honnêtement, je trouve que c'est une artiste qui est tellement libre, qui justement qui pète toutes les barrières. On parlait des époques, des tendances dans la musique et tout. En fait, pour moi, elle est totalement intemporelle. Elle propose un son qui aurait autant surpris il y a 20 ans qu'il ne serait surprenant dans 20 ans. Enfin, elle a un truc hyper avant-gardiste. Elle va là où on l'attend absolument pas. Je trouve que c'est une des artistes les plus inspirantes. Je pense qu'on a de la chance de vivre à la même époque que Rosalia, profondément. Et si elle est d'accord, moi, je suis chaude pour un feat. Mais c'est extrêmement élogieux, mais du coup, même tu la vois comme une artiste tellement hors des codes et des normes du moment qu'elle est intemporelle. Ouais, vraiment. Pour moi, elle est l'essence même de l'artiste. C'est-à-dire que... elle performe, tu vois, au-delà de son écriture, de sa manière d'écrire qui est hyper innovatrice, des sonorités qu'elle emploie, de la manière qu'elle a de produire, de performer sur scène, elle est multiple et ultra inspirante. C'est la création pure, quoi. Enfin, moi, elle me fascine. Ah, mais c'est trop mignon, le visage qui s'illumine en parlant de Rosalia. Je suis émue, vraiment. Elle sait même pas que je suis en train de parler. Mais si, mais peut-être qu'elle est posée avec Paul McCartney, elle est en train d'écouter. Hein. Elle est en voiture entre Saint-Etienne et Lyon et elle écoute le Move. Commencer dans les embouteillages. Popsy, toi? Moi, ce serait Leonard Cohen. Ouais. Voilà. Et ce serait une création originale ou tu reprendrais Alléluia? Création originale parce que sa façon d'écrire m'a beaucoup influencée. Moi, j'aime beaucoup l'écriture où vraiment tu peux voir le film se dérouler devant tes yeux. Et ouais, je trouve qu'il a ça. Et j'aurais adoré faire cet exercice avec lui. Et toi, Aniada, dernière personne? Il y a quelques temps, j'aurais dit peut-être Kenya, mais plus maintenant. Pourquoi? Bosser avec lui, ça doit être un peu chaud. Ça doit être un tunnel de bosser avec Kenya, t'as pas idée. Puis il y aurait sa meuf avec qui c'est un peu bizarre. Ouais, non, moi, avec sa meuf, moi je trouve, désolée, mais ça me choque à chaque fois. Avec sa meuf, on dirait qu'il lui met des collants sur la tête, qu'on voit pas sa tête. Enfin, il y a un truc limite, il y a des histoires un peu sombres qui circulent, comme quoi il y aurait eu un contrat où en fait elle est vraiment sa chose parce que elle se balade, il la balade dans des tenues parfois. Elle est en string avec le visage masqué. Enfin, c'est hyper sombre quand même. Ouais, c'est un peu. T'as vu les trucs, c'est bizarre. Hein. Et en vrai, là, je dirais peut-être Novelist ou Skepta, 2 rappeurs anglais que je kiffe de fou. Du coup, qui sont encore vivants, ils sont jeunes. Qui nous écoutent aussi. Hein, j'espère, j'aimerais bien. Ils sont tous dans la même Citroën. Là. Et non, parce que j'ai un affect avec leur musique. Ils sont trop forts. Voilà. Ok. Et si on pouvait, là je reste sur toi à nouveau, on repart sur toi pour cette question, c'est quoi la reprise qui vous ferait rêver? Parce que je repense à, par exemple, c'était assez camoulox, Shakira qui avait repris Francis Cabrel. Ça existait, ça? Attends, mais oui, je l'aime à mourir. Je le fais très bien. Attends, elle a mourir. Non, c'est très 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 bancal. Oui. Elle chante en espagnol même. Elle fait mi-espagnol, mi-français. Ouais. Attends, mais quoi? Je savais pas que ça existait, à quelle occasion? Mais c'est vrai? Bon, bref, mais en tout cas, ça existe. Donc, quel serait votre truc de rêve? Vous pouvez me dire. En vrai, Vertige de l'amour. Repris par par un autre chanteur. Oui, le truc idéal. Ok, j'avais pas compris la question. Justement, Rosalia qui reprend Vertige de l'amour, tu vois. Je crois que je peux passer après ou pas? Comme ça, je donne un truc. Vas-y, bien sûr. Ouais. Allez, t'as le temps de la réflexion. C'est dur, hein. Moi, j'étais au concert de Charlotte Cardin la semaine dernière à l'Olympia. Et elle a repris Jardin d'hiver de Henri Salvador. Il y avait un sample. J'ai appris tout à l'heure qu'on disait pas un sample, on disait un sample. J'ai vraiment une. Le son qu'on a entendu juste avant, qui s'appelait Hiver avec un T à la fin de Joachim, c'est un sample de Jardin d'hiver. Ok, du coup, ça manque un peu d'originalité, mais Jardin d'hiver, repris par Charlotte Cardin avec Maro et Alyosha Schneider, c'était absolument divin. Ça devait être fou. C'était très beau. J'ai pas d'idée non plus. Tu me vois avec vous avez le droit. Je sais pas, la Macarena par Ariana Grande. Voilà. Ok. Non, trop facile. Non, trop facile. Non, par PNL, en vrai, ce serait marrant. Ouais, la Macarena par PNL. Ça changerait de cette era où il y avait toutes les chanteuses un peu suaves qui reprenaient les sons de rap pour les rendre un peu. Ah mon Dieu. Les Brigitte, l'époque des Brigitte, en fait. Oui, c'est vrai. Elle, ça va, c'est les premières à avoir fait ça, mais après, tout le monde l'a un peu fait. Ouais. C'était long, quoi. On a épuisé le projet, ouais. Même si, bon, voilà, mais. Et toi? T'avais une idée? Moi, j'avais une idée. Mais non, mais c'est moi qui pose les questions. Oui, mais t'avais une petite idée. Arrêtez d'essayer de me tunnel. Quelle chanson j'aime bien?
J'aimerais bien que quelqu'un reprenne All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, mais alors qui ? Peut-être une de vous ? Un de vous ? Ou nous 3, ou nous 4. Vous 4. Ouais. Voilà. Comment monter Non, un en plus, l'instru de All Along the Watchtower, je sais pas si vous l'avez en tête, ça fait tin 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 tin. Ah oui. Il y a 3 trucs à faire dessus. Cette un musique, rap dessus. Ça me fait penser à Woodstock. Oui, c'est totalement l'époque. Ouais. Avant qu'il canne, parce que rock'n'roll, parce que Club des 27. Vous captez comment c'est jeune, 27, en fait. Moi, à l'époque, quand j'étais ado, j'étais là, waouh, tu meurs à 27, c'est trop stylé. Heureusement que je meurs à 27. Tu n'aurais jamais eu Tunnel sur Move. Ça aurait été vraiment dommage. Bon, on va écouter tout de suite un sample qui a eu lieu, qui était assez inattendu aussi. C'est Monaco de Bad Bunny. Et Bad Bunny, du coup, dans cette chanson, qui est quand même assez rythmée, vient nous reprendre Aznavour. Ouais. Hier encore, j'avais 20 ans. Une musique à ne surtout pas écouter le dimanche soir. Parce que Non. Celle-là, elle est terrible. Et à ne pas écouter d'ailleurs dès que vous avez passé 20 ans, en fait, parce que sinon, c'est terrible. Bref. Et tout de suite, on va s'écouter un petit live surprise que je ne vous avais pas annoncé. C'est un live d'une des artistes présentes en plateau, Poppy Fusée. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Je vais vous chanter It's Over, qui ouvre mon album. Ton album qui s'appelle, pour mon rappel... album qui s'appelle Better Place et qui est sorti il y a une semaine. Et bien tout de suite sur Move, Poppy Fusée. It's a trap and I'm never going back. You're a trap, was a rat in your trap. I escaped, now you give me less and less. I left you high and dry. Now you want my autograph, want my photograph. I'm done writing on your behalf. I'm doing great now, it's over. Another weight off my shoulders. It's over, I'm over you. I'm doing great now, it's over. Another weight off my shoulders. I love getting bolder. It's over, I'm over you. I'm off the roller coaster, up and down to disaster. It's over. I trapped us in the flames, watch me rise from the ashes. I am the hurricane. It's over. I'm doing great now, it's over. Another weight off my shoulders. It's over, I'm over you. You thought I'd grieve you forever. Another weight off my shoulders. I love getting stronger. It's over, I'm over you. You thought I'd grieve you forever. Another weight off my shoulders. It's over, I'm over you. I'm doing great now, it's over. Another weight off my shoulders. Here's to never. I'm over you. On va laisser Poppy se réinstaller à table. Et comme d'habitude, nous avons quelque peu dépassé le temps de cette émission qui est censée terminer à 21h. Mais on va quand même prendre quelques minutes pour un mot de la fin. Et pour que vous nous disiez ce que vous avez à nous dire autour de cette table, notamment vos actualités. Parce que tout le monde ici en a. Je vous laisse
commencer à votre aise. Qui veut démarrer ? Allez, je commence. Allez streamer mon single Bébé tu m'adores qui est sorti hier, qui est disponible partout. Et je serai en concert aux Étoiles à Paris le 24 avril. Allez prendre vos places. Et où est-ce qu'on peut suivre tes actualités, Leslie ? Sur mon Instagram, surtout, Leslie Medina, tout attaché. Eh bien, merci pour ta venue, Leslie. Merci. Aniada. Nous, on est sur l'album, là. Enfin, le gros projet. On l'a terminé, en vrai. Donc, je suis en tournage. Concert le 9, je crois, à Poitiers. Je ne connais plus le nom de la salle. Parce que je suis fatigué, je sais plus. Mais pourquoi. tu seras à Poitiers le 9, en tout cas. Ouais. Et juste aller écouter Saturé, là. Ça vient de sortir, c'est du 9. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te suivre, du coup ? Sur Instagram, sur Twitter, X maintenant. Il y a une autre appli d'Instagram. T'es pas sur Threads ? C'est de ça dont j'allais parler. Fad moderne. Ouais, je suis dispo partout en fait. Donc Aniada avec 2 A à la fin. Parfait. Et vous me trouvez, je pense. Pense à rester inaccessible, tu as raison. Ouais. Flore. Moi, il y a la prochaine soirée Chercher la femme qu'on a mentionnée tout à l'heure, le 14 février, à la Petite Halle. La billetterie est ouverte et le line-up sera annoncé très, très prochainement. Chambé, donc ça, on peut le suivre sur tes réseaux ? Oui, tout à fait, sur mes réseaux. Il y a une page pour Chercher la femme aussi, pour le podcast et les soirées. Et il y a mes réseaux, oui, Flore Benguy, enfin Flore Bang Bang sur Insta. Merci beaucoup. Stylé, Flore Bang Bang. Ouais. Stylé. Merci. Dans 2 secondes, il se renomme Aniada Bang Bang. Et enfin, Poppy qui nous a régalé avec son petit live. Oui, écoutez, mon album est sorti il y a une semaine. Il est super, allez l'écouter. Je joue à la Maroquinerie le 16 mai et au Francopholies de La Rochelle cet été. Et j'annonce plein de dates la semaine prochaine. Donc, voilà. Et tu les annonces où ? Sur Instagram, Poppy_fusée. Eh bien, je remercie personnellement chacune des personnes autour de la table d'avoir Merci participé à beaucoup. cette discussion Merci sur à les toi. icônes, sur les idoles. Vous pouvez retrouver cet épisode, cette discussion sur toutes les plateformes de podcast, sur le site Radio France et également sur YouTube. Et puis voilà, je remercie toutes les personnes qui ont suivi ça en live.